Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle édition de votre journal télévisé en langue française. Une fois n'est pas coutume, Al Wataniya présente ses excuses à ses téléspectateurs pour ce retard indépendant de notre volonté. Tout de suite, les titres de ce journal. 53 chefs d'État sont attendus en Afrique du Sud pour les funérailles de Nelson Mandela. En Centrafrique, les forces françaises poursuivent leur déploiement dans un pays au bord du chaos. Le renouveau démocratique réclame l'annulation des résultats du premier tour. Notre invité sera M. Moustapha Ould Beydahman, le président de cette formation. Heureuse de vous retrouver, chers téléspectateurs. Merci de vous joindre à nous. La Mauritanie a mis ses drapeaux en berne et un deuil de 3 jours a été décrété sur l'ensemble du territoire national. Un livre de condoléances a été ouvert à l'ambassade d'Afrique du Sud à Nouakchott où s'est rendue une équipe d'Al Wataniya. Le compte rendu est signé Fofana Issa. L'élan de solidarité, de compassion et de sympathie des Mauritaniens continuait ce dimanche au sein de l'ambassade de l'Afrique du Sud à Nouakchott, où un livre de condoléances a été ouvert en cette circonstance. C'est pour aussi témoigner de nos soutiens qu'Al Wataniya s'y est rendu aujourd'hui. Nous y a côtoyé une panoplie de personnes et de personnalités, du simple citoyen lambda aux diplomates et délégations étrangères des autres contrées, en passant par les ONG, voire des partis politiques. Après la signature du livre de condoléances, nous avons sollicité l'ambassadeur pour quelques préoccupations concernant son pays après la chute du monument qui était Madiba, principalement l'héritage de cette belle nation arc-en-ciel qu'il a érigée au prix de sa sueur et de son sang en y consacrant la moitié de sa vie. Voici sa réponse. Permettez-moi de dire qu'avec le décès de Mandela, nous ne vivons pas simplement un moment de deuil. Il est évident que nous sommes affectés par sa disparition. Cela dit, nous devons célébrer sa vie. En tant que Sud-Africains, célébrer également son héritage. C'est un héritage pour la Mauritanie, l'Afrique et le monde entier. Un message de réconciliation, d'espoir, d'égalité, de justice et d'humanité. Concernant la seconde préoccupation, qui est même un souci, ce n'était un secret pour personne que sa famille était divisée sur son héritage personnel de son vivant. Qu'en est-il aujourd'hui qu'il n'est plus là? Sa mort va-t-elle les réconcilier ou les diviser de plus belle? Question visiblement troublante et délicate pour notre interlocuteur qui, en fin diplomate, a préféré arrondir les bords de notre préoccupation. En tant que simple citoyen sud-africain, je pense que la famille s'est réconciliée. Je pense que le message de Mandela pour le monde concerne également sa famille. Et je pense que les différends ont été résolus. For us is also for his family, and I believe that the differences have been resolved. L'ambassadeur a tenu pour conclure à rappeler que la Mauritanie, depuis l'époque de feu Mokhtar Ould Daddah, a été en ligne de front parmi les pays africains qui ont aidé financièrement l'ANC et aussi politiquement à lutter contre le régime blanc de l'apartheid. Ould Daddah avait même octroyé des passeports mauritaniens à des activistes sud-africains de l'ANC en exil pour leur faciliter la lutte contre le régime raciste de Pretoria. Le reportage est signé Fofana Issa. 53 chefs d'État et de gouvernement, dont Barack Hussein Obama et François Hollande, ont confirmé ce dimanche leur intention d'assister en Afrique du Sud aux funérailles de Nelson Mandela. Le compte-rendu est signé des South City. Une semaine de deuil national a commencé dimanche en Afrique du Sud pour s'achever le dimanche 15 décembre par l'enterrement de Nelson Mandela dans le village de son enfance, Kounou. 53 chefs d'État et de gouvernement ont confirmé qu'ils se rendraient en Afrique du Sud pour les funérailles de Nelson Mandela, a annoncé dimanche la ministre sud-africaine des Affaires étrangères. La mort du héros de la lutte anti-apartheid, jeudi, a suscité un intérêt sans précédent dans la communauté internationale. Les chefs d'État américains, Barack Obama, brésilienne, Dilma Rousseff et français, François Hollande, ainsi que le Premier ministre britannique David Cameron, ont confirmé qu'ils participeront aux hommages en sa mémoire. Le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon, sera également présent. Outre les responsables en exercice, d'anciens chefs d'État feront aussi le voyage. Les Américains Jim Carter, George W. Bush et Bill Clinton, le Français Nicolas Sarkozy, le Brésilien Lula, d'autres personnalités comme le prince Charles,
l'ancien secrétaire général de l'ONU, Kofi Annan, sont aussi annoncés. Certains prendront la parole au cours d'une cérémonie d'hommage officielle mardi à Stade Saucer City, à Johannesburg. Le corps du héros de la lutte anti-apartheid sera transféré mercredi en grande pompe dans l'amphithéâtre d'Union Building, le siège de la présidence à Pretoria, où il sera exposé pendant 3 jours. Une cérémonie d'adieu aura lieu samedi sur une base militaire de la banlieue de Pretoria pour saluer le départ de Nelson Mandela vers sa dernière demeure dans la province natale du Cap Oriental Sud. À l'arrivée, il sera conduit en procession sur les 40 km séparant l'aéroport de Mthatha à Kounou, le village de son enfance où il se disait passer les plus belles années de sa vie. Les Chumbus, sa tribu, l'accueilleront par une cérémonie traditionnelle. Comme l'archevêque anglican du Cap, les Sud-Africains prient, chantent et dansent ce dimanche pour le premier président noir, Nelson Mandela, décédé jeudi soir à l'âge de 95 ans, au premier jour d'une semaine de deuil officiel qui doit s'achever par des funérailles historiques le 15 décembre. Le report du second tour des élections législatives et municipales continue d'alimenter les discussions à Nouakchott et à l'intérieur du pays. En commentaire de Sid Ahmed Beylilatou. Hier samedi 7 décembre était la date constitutionnelle pour le second tour des élections législatives et municipales de novembre 2013. Ce calendrier n'a pas été respecté. Ni le Conseil constitutionnel, ni la CENI, ni aucune autre autorité n'a jusqu'ici donné la moindre explication sur le report de ce scrutin. La décision avait été prise à la hâte après une consultation entre le président Mohamed Abdelaziz et son premier ministre Moulay Mohamed Aqraf, selon certaines sources. La première réaction était venue de la part du parti Tawassoul, qui a considéré que la décision est au service d'un seul parti politique qui a du mal à dévoyer le choix des électeurs. Le parti Tawassoul, d'obédience islamiste, a dans un communiqué critiqué le rôle de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, lui faisant porter la responsabilité des failles et irrégularités qui ont émaillé ce scrutin. Il soutient par ailleurs détenir des preuves démontrant la falsification des résultats de ces élections. Le plus étonnant est la sortie et pour la première fois du Conseil constitutionnel avec une décision importante soulignant que la décision sortait du cadre des compétences de la CENI. La voie à suivre, selon cette instance, offre pour conserver un caractère constitutionnel l'adoption de l'une des 2 démarches suivantes. La première, la convocation par le gouvernement d'une session du Parlement au sein duquel il détient la majorité pour l'élaboration d'un décret lui permettant de procéder à ce report. La deuxième, adresser une correspondance au Conseil constitutionnel dans laquelle il l'accuse d'atteinte à ses prérogatives organisationnelles et où il considère que le report des élections est bien de son ressort et non de celui du Parlement. Dans les rues de Nouakchott, les vies des citoyens sont divisées sur la question. Ce qui est certain, c'est qu'il n'y a pas eu un second tour hier des élections législatives et municipales. Restons avec Sid Ahmed Beylilatou pour un tour d'horizon des nouvelles des élections. Une source bien informée a indiqué à l'agence El Hurriya d'information que la coordination régionale de l'Alliance populaire progressiste APP au niveau de Nouadhibou a décidé de déposer un recours contre les résultats des élections législatives du 23 novembre dernier. Le coordinateur de l'APP à Nouadhibou, Abdallahi Woulembark, a précisé que le parti aurait déjà entrepris une série de démarches pour contester juridiquement la validité des résultats du premier tour qui le donne perdant. Le mandataire du PRDR à Makama, M. Sao Moussa, a accusé de nombreuses personnalités et des élus bien connus de la zone d'utiliser des méthodes illégales. Il s'agit, a-t-il dit, d'une campagne de chantage, d'intimidation et de corruption vis-à-vis de certains chefs de village pour les amener à voter UPR au second tour. M. Sao Moussa a condamné ces agissements qu'il a qualifiés de pratiques déloyales. Réunis hier à Djigani, à l'initiative de l'UIM, des représentants de formations politiques, des cadres et des personnalités locales ont exprimé leur volonté d'unir leurs efforts pour battre l'Union pour la République au second tour des élections prévues le 21 décembre courant. L'UPR, c'est le lieu de le rappeler, affrontera au second tour l'UIM, Tawassoul et le sursaut pour la députation de Djigani et les mairies d'Awena Tizbil, El Mabrouk, Djigani et Qlig El Baye.
Dans une lettre adressée à la CENI, le Renouveau démocratique a demandé l'annulation pure et simple des résultats du premier tour des élections législatives du 23 novembre dernier. Pour éclairer ses téléspectateurs sur cette demande d'annulation des résultats du premier tour des élections, Al-Wataniya reçoit ce soir M. Mustafa Ould Abdelrahman, le président du Renouveau démocratique. Monsieur le Président, bonsoir. Le Renouveau démocratique a finalement participé aux élections. Apparemment, les résultats obtenus au premier tour ne sont pas à la hauteur de vos attentes. Monsieur le Président, quelle réponse donnez-vous à cela? Je vous remercie infiniment. Je remercie votre chaîne de m'inviter. Je voudrais profiter de cette occasion avant de répondre à votre question pour présenter mes condoléances les plus attristées au peuple sud-africain et à l'ensemble des peuples africains pour la disparition de ce grand combattant de la liberté qu'est M. Nelson Mandela. S'agissant de notre position en ce qui concerne ces élections, nous avons pour principe, chaque fois qu'il y a une convocation des élections, d'y participer. Il est évident que nous avions un espoir minimum pour voir ces élections aboutir à quelque chose de plus ou moins acceptable. Nous avons dû constater, à notre corps défendant, que non seulement il n'y a pas eu une préparation, que l'intrusion des moyens matériels, administratifs et militaires de l'État a été largement consommée dans le pays. L'achat des consciences, la falsification des résultats, en particulier en ce qui concerne un certain nombre de localités connues. Je cite Koubani au hasard, je cite Amouj, je cite même Nouadhibou, je cite Sélibabi, je cite Mbout naturellement, où nous étions en avance, et la CENI, et je cite les listes nationales. Est-ce là, Monsieur le Président, les raisons profondes qui vous ont amené à réclamer l'annulation pure et simple des résultats? Nous avons constaté que la CENI a été totalement incapable d'organiser des élections sérieuses. Nous avons dénoncé ce type de comportement bien à l'avant. Nous avons prévenu. Nous n'étions pas d'accord sur la date qui avait été retenue, parce que nous savons que la CENI n'était pas préparée pour cela, et qu'elle n'avait absolument rien fait, et que l'État le régime voulait absolument qu'il y ait ces élections dans la précipitation et dans l'impréparation. Eh bien, ces résultats sont tels qu'elles ne sont absolument pas acceptables et qu'elles constituent une étape nouvelle dans la crise que vit notre pays. C'est pourquoi nous demandons à cette même CENI, nous ne croyons d'ailleurs pas, parce que nous croyons qu'elle est totalement assujettie au pouvoir, mais nous lui demandons d'avoir un sursaut de conscience pour annuler ces élections, pour qu'il y ait des élections transparentes, honnêtes et consensuelles. Deuxièmement, n'ayant pas d'illusion sur cette question, nous entendons saisir les tribunaux, le Conseil constitutionnel, la Cour suprême pour les résultats, pour annuler cette élection, de façon à ce que notre pays puisse avoir des élections municipales et législatives honnêtes, transparentes et acceptables. Monsieur le Président, l'annulation des résultats du premier tour n'équivaut-elle pas à une remise en cause du processus électoral? Nous pensons qu'il faut annuler l'ensemble des élections, pas seulement le premier tour, qu'on annule cette élection parce qu'il y a une impréparation évidente, il y a des manifestations évidentes de la non-sincérité de ces élections, c'est constaté par tout le monde. Ce n'est pas seulement nous qui le disons, tous ceux qui sont un minimum d'observation honnête dans le pays, les citoyens le constatent. Les élections, on les fait pour régler un problème, pour faire sortir un pays de la crise. Mais si on l'enfonce de plus profondément dans la crise, ça ne sert rigoureusement à rien. Et je pense qu'effectivement, cette CENI, ceux qui l'ont mise sur pied, se sont lourdement trompés à la fois sur les personnes et sur les objectifs, en ayant accepté qu'elle organise des élections dont elle n'est absolument pas préparée pour cela, qu'elle n'a ni les compétences, ni les moyens,
et qu'elle a recruté essentiellement... Monsieur le Président, sachant que cette CENI n'est ni compétente, ni transparente, comme vous venez de le dire, pourquoi avez-vous accepté de participer? Pour nous, c'est une question de principe. Encore une fois, je vous dis, quand il y a des élections, nous entendons, même si c'est simplement pour dire aux populations, nous voilà, écoutez, nous avons un programme, nous avons des idées, nous battons pour la liberté, pour le renforcement de la démocratie. Ce n'est pas simplement pour être élu qu'on va dans des élections. Bien entendu, nous pensons que ceux qui n'ont pas voulu participer à ces élections ont les raisons. Nous avons les nôtres. Les nôtres sont le principe de participer à toutes les élections. Mais ça ne nous empêche pas de dire la vérité. Quand on l'a dit bien avant, on le dit aujourd'hui maintenant, nous demandons à cette CENI, s'il lui reste un minimum de conscience, d'annuler ces élections dans l'intérêt général. Nous demandons au Conseil constitutionnel, à la Cour suprême, de les annuler. Nous implorons tout le monde pour que ces élections-là ne puissent pas approfondir la crise politique qui se vit dans notre pays. Monsieur le Président, dans le cas où le second tour serait bien entendu maintenu pour le 21 décembre, quelles consignes comptez-vous donner aux militants du renouveau démocratique? De toutes les façons, pour nous, le second tour n'a pour ainsi dire aucune signification dans le contexte que je viens de vous décrire, parce que le second tour, simplement, c'est qu'on trichait au premier, il faut consacrer encore plus de force pour tricher un peu plus. D'autant plus que l'ensemble des démembrements de la CENI est issu des retraités du ministère de l'Intérieur qui répondent aux ordres du ministère de l'Intérieur et de la primature. Ça, c'est connu de tout le monde. Ce n'est un secret pour personne. Il y a eu partout. Et dans ces conditions-là, cette CENI doit être elle-même complètement, je veux dire, reconstituée de manière consensuelle. Autrement dit, ceux qui sont là-dedans et qui constatent qu'il y a l'unanimité de la classe politique pour observer que leur apport a été sinon nul, du moins en tout cas totalement insatisfaisant, devraient se retirer d'eux-mêmes, de façon à ce qu'on puisse constituer une CENI honnête qui pourra organiser des élections honnêtes. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes Monsieur Mustafa Ould Beiderrahman, le président du Renouveau démocratique. Les candidats de l'UPR à Alleg pourraient bénéficier au second tour des élections du soutien de l'Alliance populaire progressiste et Tawassoul. C'est du moins ce qu'ont rapporté quelques sites d'information. L'UPR affronte, on le sait, au second tour des élections à Alleg la liste du Parti de l'Unité et du Développement. Ce dernier n'a pas réussi, selon les mêmes sources, à obtenir le soutien de Tawassoul en dépit d'une requête en ce sens présentée à la direction de ce parti. Pour plus de détails, nous avons en ligne M. Hamdi Ould Brahim, le secrétaire général de Tawassoul. Monsieur Hamdi, bonsoir. Bonsoir, madame. Les sites ont rapporté que votre parti entend soutenir les candidats UPR d'Alleg lors du second tour. Pouvez-vous confirmer cette nouvelle? Merci, madame. Je peux vous confirmer, madame, que notre parti ne soutient aucun des partis qui sont en ballottage au niveau d'Alleg. Cependant, nous avons donné le libre choix à nos militants de choisir, de voter pour ce qu'ils jugent le plus crédible à leur niveau, sans pour autant soutenir qui que ce soit. Le Parti de l'Unité et du Développement a-t-il sollicité votre appui à Alleg? Allô, je n'entends pas. Allô? Vous me recevez là? Allô? Allô, vous me recevez? Oui. Oui, le Parti de l'Unité et du Développement a-t-il sollicité votre appui à Alleg? Non, pas à ma connaissance. Pas à ma connaissance. Et je le redis une deuxième fois, je le répète, absolument, notre parti ne soutient aucun des partis qui est en lice au niveau d'Alleg, qui sont en lice au niveau d'Alleg.
Merci beaucoup, Monsieur Hamdi Ould Brahim. Je rappelle que vous êtes le secrétaire général de Tawassoul et que vous avez été élu député tête de liste de Tawassoul à Nouakchott. Un atelier de validation de la stratégie nationale de promotion et de prospection des personnes handicapées s'est ouvert ce matin à Nouakchott. Les participants ont appelé à débattre des cas des enfants en situation de handicap, notamment ceux qui ne bénéficient pas d'une prise en charge adéquate. Des explications avec l'un des organisateurs et initiateurs de l'école des sourds en Mauritanie. De la stratégie nationale pour la promotion et la protection des personnes handicapées en Mauritanie. Donc cette initiative est très bonne. C'est venu à point nommé où les enfants en situation d'handicap sont restés dans des maisons et dans la rue. Donc cette initiative, c'est une initiative à grande portée nationale. Donc nous sommes très contents pour cette initiative. Nous qui sommes les premiers initiateurs des écoles des sourds en Mauritanie. Rappelons que cet atelier va se poursuivre jusqu'au 10 décembre courant. L'actualité internationale à présent, en Centrafrique, les forces françaises de maintien et de la paix continuent leur déploiement dans un pays en proie à l'insécurité. Un reportage signé Tima Mohamed Fadel. Quotidiennement, Bangui compte les cadavres de la nuit jonchés sur le sol, dans les rues de la capitale centrafricaine. Depuis le début des affrontements, jeudi 5 décembre, près de 400 victimes ont été recensées à Bangui, selon les données de la Croix-Rouge centrafricaine. Des attaques dans certaines parties de la ville, hier, laissent craindre un bilan bien plus lourd. Traumatisés par les massacres de ces derniers jours, les Centrafricains ont accueilli avec le sourire les militaires français, dont le contingent atteint désormais 1600 hommes dans tout le pays. Jeudi soir, il y avait 600 militaires français. Hier soir, il y en avait 1000. Ce soir, il y en aura 1600. Et ce sera l'effectif qui demeurera autant que nécessaire pour cette mission. Depuis que les 850 parachutistes français quadrillent les boulevards de Bangui, les affrontements entre milices chrétiennes et musulmanes ont cessé, mais pas les exactions. La mission prioritaire des 1600 militaires français déployés dans Bangui empêchait l'embrasement interreligieux. À la vue des militaires français, les habitants sortent de chez eux. Pour la première fois depuis 3 jours, la présence française est désormais synonyme de sécurité pour les Centrafricains. Je me réjouis du fait que le gouvernement français a accédé à ma demande. Et c'est suffisant? Pour l'heure, on peut dire que c'est suffisant. Mais avec le temps, on verra si la situation continue par se dégrader. On va essayer de poser concrètement le problème au gouvernement français. Mais vous dites... Pour voir dans quelle mesure on peut encore augmenter. La Centrafrique, ancienne colonie française, est en proie au chaos depuis la prise du pouvoir en mars par les rebelles musulmans de la Séléka. En représailles, les chrétiens largement majoritaires en République centrafricaine ont constitué des milices dites anti-Balaka. Michel Djoudja, président autoproclamé, après le coup d'État, ne parvient pas à contrôler ses forces très instables dont de nombreux éléments viennent au Tchad et du Soudan voisin. Le reste de l'actualité en bref en images avec Ndessa Ossidi. Blaise Compaoré n'écarte pas la possibilité d'un 5e mandat. Le président du Burkina Faso, invité de l'émission internationale ce dimanche 8 décembre sur RFI, n'écarte pas la possibilité de se représenter pour un nouveau mandat, malgré la constitution qui le lui interdit actuellement. Un tribunal égyptien a acquitté 155 personnes arrêtées lors d'une des manifestations en faveur du président islamiste Mohamed Morsi, destitué par l'armée et généralement réprimé dans le sang, ont annoncé dimanche les médias gouvernementaux. Des centaines de milliers d'opposants pro-européens ont réclamé ce dimanche, dans le centre de Kiev, le départ du président ukrainien Viktor Yanukovych, accusé en effet de vendre l'Ukraine à la Russie dans une nouvelle démonstration de force sans précédent depuis la révolution orange de 2004. La guérilla colombienne des FARC a annoncé dimanche qu'elle décrétait un cessez-le-feu unilatéral de 30 jours à partir du 15 décembre, en précisant qu'elle espérait que le gouvernement de Juan Manuel Santos fasse de même. Un communiqué rendu public à La Havane
Un communiqué de rébellion rendu public à La Havane où les forces armées révolutionnaires de Colombie, FARC, mènent des pourparlers de paix depuis 1 an avec le gouvernement colombien. Bagdad, au moins 35 personnes ont été tuées dimanche et ses environs dans une série d'attaques ayant visé majoritairement des groupes chiites, selon un nouveau bilan communiqué par des responsables médicaux et de la sécurité. Au moins 16 personnes ont été tuées dimanche dans une série d'attaques dans la province de Bagdad. Mesdames et messieurs, prend fin votre journal télévisé en langue française. Merci à vous de l'avoir suivi. Un grand merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle qui ont permis de suivre l'information chez vous. Avant de nous quitter, comme chaque soir, tout de suite, le rappel des titres. 53 chefs d'État sont attendus en Afrique du Sud pour les funérailles de Nelson Mandela. En Centrafrique, les forces françaises poursuivent leur déploiement dans un pays au bord du chaos. Le renouveau démocratique réclame l'annulation des résultats du premier tour. Notre invité était M. Mustafa Ould Abdelrahman, le président de cette formation politique. Les programmes se poursuivent sur votre chaîne privée Al Wataniya. Très bonne soirée à tous.